Le monde devient numérique, la sécurité aussi. Aujourd'hui, l'accès à certains bâtiments est conditionné par la présentation d'un badge. Une fois que vous avez présenté votre badge à ce système automatisé, vous avez accès au bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, bien évidemment, vous ne pourrez accéder qu'aux pièces dont vous avez eu l'autorisation express d'accès. Les autres pièces, bien évidemment, ne vous seront pas autorisées d'accès, ce qui est tout à fait normal. Cette petite métaphore que nous venons de prendre nous permet de comprendre à suffisance deux problèmes auxquels sont confrontés au quotidien les professionnels du développement logiciel, notamment le problème de l'autorisation et le problème de l'authentification. Tu l'auras compris, le but de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera de parler de la sécurité applicative. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu ne regretteras pas. Si tu commences à peine à me suivre, sache, je m'appelle Yvan, je suis ingénieur logiciel, aujourd'hui Technical Lead. Et si tu veux également créateur de contenu, sur cette chaîne, mon but est principalement de partager avec toi des astuces au quotidien et quelquefois aussi je crée des formats spéciaux ayant pour but de répandre des idées pouvant aider soit nos gouvernants, soit toute personne simplement passionnée par l'apport de l'IT pour résoudre les problèmes les plus cruciaux que les populations rencontrent au quotidien. L'exemple pris d'antan nous a permis de mettre en relief deux problèmes auxquels sont très souvent confrontés les professionnels de développement logiciel. Celui de l'autorisation et même bien évidemment de l'authentification. Alors, pour qu'on se comprenne bien, essayons de clarifier ces deux termes. C'est quoi l'authentification? L'authentification, c'est tout simplement le mécanisme qui permet de s'assurer que l'utilisateur est bel et bien connu par notre système. Maintenant, une fois qu'il est connu par notre système, il pourra effectivement effectuer certaines actions. Maintenant, avec l'autorisation, on limite les autorisations à celles dont on aimerait effectivement que l'utilisateur puisse uniquement effectuer. Vous imaginez bien, pour certains utilisateurs ou pour certains, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure sur les usagers qui essaient d'accéder à notre bâtiment, vous aimeriez bien que certaines pièces soient accessibles à tout le monde et d'autres pièces soient accessibles à des personnes privilégiées ou à des personnes qui ont l'habilitation nécessaire. Ça, c'est justement l'autorisation. Maintenant, le mécanisme d'authentification consiste simplement à reconnaître que oui, bel et bien, l'individu ou si vous voulez l'utilisateur, elle est bel et bien enregistrée dans notre système et a également accès à notre système sous certaines conditions. Traditionnellement, les applications populaires, avant même de parler de ces approches traditionnelles qui ont existé pour authentifier et autoriser les individus, j'aimerais quand même, pour que vous vous rendiez compte de l'importance de la sécurité applicative, j'aimerais quand même qu'on essaie d'envisager un peu, vous vous connectez à votre compte WhatsApp un matin et vous vous rendez compte que des personnes parviennent à envoyer des messages à vos contacts à votre nom. Vous ne serez pas content, je suppose, n'est-ce pas? Ça ne ferait plaisir en tout cas à personne, ce qui est tout à fait normal. Et là, c'est justement là où intervient toute la puissance de l'autorisation et même de l'authentification. Car en réalité, rien que vous et vous seul n'êtes habilité à recevoir vos messages et pas une autre personne tierce. Traditionnellement, donc je disais tout à l'heure, pour pouvoir résoudre ces problèmes d'authentification et d'autorisation dans les applications, les concepteurs avaient une approche qui était basée sur les sessions. On parlait alors d'une authentification basée sur les sessions ou une authentification, si vous voulez, stateful, une authentification avec état. Le principe, c'est quoi? Le principe d'une authentification avec état, il est tout simple. C'est juste que on va créer un emplacement mémoire où on va mettre les informations de la personne qui vient de s'authentifier. Ça peut être le nom, ça peut être les rôles. Et ensuite, cet emplacement mémoire aura un identifiant et cet identifiant sera retourné dans les cookies à l'application qui vient de s'authentifier, du moins pour que l'utilisateur la prochaine fois puisse se servir de cette session d'authentification qui vient d'être créée pour pouvoir avoir accès à ces sources. On avait donc bien évidemment parlé d'une authentification basée sur les sessions et les sessions, eux, ils s'appuient sur des cookies. La principale, ça a marché jusqu'à présent, certaines applications encore tournent là-dessus, mais l'un des principaux soucis de cette approche, c'est la scalabilité horizontale qui est compliquée. Pourquoi est-ce que la scalabilité horizontale est compliquée? Simplement parce que c'est une authentification, comme nous avons rappelé tout à l'heure, qui se base sur la mémoire. Et du coup, pour favoriser la scalabilité horizontale, vous êtes obligé d'utiliser des mécanismes tels que les caches mémoire distribués. Heureusement, quelques temps plus tard, vont apparaître les tokens. Les tokens vont permettre ce qu'on va appeler une authentification stateless. Lorsqu'on va parler d'authentification stateless, ça veut dire une authentification sans état.
En gros, une fois que le serveur a bel et bien validé que l'individu est enregistré dans son système et a bel et bien droit à son système, il va retourner ce qu'on appelle un jeton. Et ce jeton, lui, contient toutes les informations nécessaires permettant la prochaine fois à l'utilisateur de requêter ou bien de demander l'accès à une ressource. C'est pourquoi on parlera d'une authentification sans état, parce que le client et le serveur ne conservent pas d'état de connexion. À la connexion, une fois que la connexion a réussi, un jeton est généré. Ce jeton est remis au navigateur, à l'application client, et l'application client s'en sert à chaque fois qu'elle a besoin pour pouvoir demander, si vous voulez, la ressource nécessaire. Ces derniers temps vont donc être deux protocoles qui vont devenir presque des standards pour l'industrie, notamment le protocole OO2 et le protocole OpenID Connect. Le protocole OO2 est tout simplement un protocole de délégation d'autorisation. Pourtant, le protocole OpenID Connect, qui lui est une sous-couche d'OO2, c'est un protocole dédié à l'identification des individus. Nous avons déjà presque tous d'une manière ou d'une autre été soumis à l'un de ces protocoles. Lorsque vous voulez accéder à un de vos sites préférés, ça peut être Google Drive, ça peut être Google Photos, et que vous vous authentifiez en utilisant votre compte Gmail par exemple, à ce moment vous avez utilisé le protocole OpenID Connect, puisque lui on vient de voir que c'est un protocole dédié à l'identification des individus. Bien évidemment, il s'agit d'une sous-couche toujours de l'OO2. Maintenant, lorsque vous êtes sur une application et que vous permettez à cette application d'accéder par exemple à vos contacts Facebook, le cas de TikTok qui vous demande très souvent est-ce que vous souhaitez qu'il puisse importer vos contacts Facebook, si vous donnez votre consentement, à ce moment vous avez utilisé le protocole OO2 qui est un protocole de délégation d'autorisation. En gros, pour faire simple, OpenID Connect, c'est un protocole qui vous permet de vous connecter sur des sites en utilisant l'un de vos fournisseurs d'authentification préférés. Et OO2, c'est un protocole de délégation d'autorisation. En d'autres termes, lui va vous permettre en fait de permettre à une application tierce d'accéder à vos ressources sur une autre application. Très souvent, on se dit, bon, au final, c'est quoi la différence? Ça peut embrouiller. La principale différence réside au niveau du type de jeton. En OpenID Connect, c'est un jeton d'identité qui est retourné. Si vous préférez un JWT, JSON Web Token. Pourtant, en OO2, c'est simplement un jeton opaque. Un jeton opaque que seul le serveur de ressources peut déchiffrer. Donc, ce n'est pas réellement la même chose au niveau du jeton retourné, mais bien évidemment, les workflows, quelquefois, resteront les mêmes. Alors, ces deux protocoles nécessitent bien évidemment l'obtention des JWT et pour obtenir l'obtention autant pour moi des tokens. Et pour obtenir ces tokens, il est ce qu'on va appeler des grants, des types de grants ou OO2 Grant Type en anglais. Avant de parler principalement des types de grants ou des OO2 Grant Type, rappelons quand même quelques terminologies qui sont très utilisées par ceux qui manipulent ces protocoles-là. On va parler notamment du serveur de ressources. Le serveur de ressources, c'est le serveur qui héberge la ressource. On va parler notamment du serveur d'autorisation. Le serveur d'autorisation, c'est lui qui est chargé de contrôler tout ce qui sera identité et autorisation. On va parler en fait de l'application client. L'application client, c'est elle qui fait la requête en quelque sorte vers ces différents serveurs d'autorisation et de ressources. Et on va parler en fait du resource owner, c'est-à-dire l'utilisateur final, le propriétaire de la ressource. Donc c'est généralement ces termes-là que vous entendez très souvent parler par ceux qui travaillent avec ces protocoles-là. Et maintenant, parmi ces protocoles, on en a qui sont des plus utilisés, notamment l'Authorization Code Flow Grant. L'Authorization Code Flow Grant, si vous voulez, c'est un type de grant ou, si vous voulez, un moyen d'accès au jeton qui va tout simplement en fait se baser sur les informations d'identification de l'utilisateur. En gros, un utilisateur est dans une application particulière, dans une application qu'on va nommer, disons, l'application X, et il souhaite accéder à ces ressources qui sont dans une application Y. Pour ce faire, en fait, si l'autorisation code flow est implémentée, il peut bien évidemment avoir accès à ces ressources. Donc, je suis dans mon application personnelle à moi et je souhaite par exemple accéder à tous mes repos GitHub. À ce moment, je peux me servir de l'autorisation code flow pour pouvoir récupérer mes repositories depuis GitHub dans mon application privée, dans mon application dédiée si vous voulez. Ensuite, on aura le client credential. Le client credential, ce sera beaucoup plus une authentification, ce sera beaucoup plus pour la communication entre serveur et serveur ou du moins entre une API et une autre API.
Donc, j'ai mon API et j'aimerais bien dans mon API pouvoir contacter une autre API de paiement afin d'effectuer des actions de paiement. À ce moment, il va falloir bien évidemment que j'ai déjà d'abord récupéré un token au préalable qui me permet de contacter l'API de paiement. Là, on est principalement dans le Client Credential Flow. Parce qu'avec le Client Credential, c'est vraiment un mode dans lequel une machine communique avec une autre machine de manière sécurisée. Ensuite, on va parler également du PKCE. Le PKCE sera très utilisé par les applications front-end ou du moins les applications clientes qui s'exécutent dans un navigateur, car ces applications, elles, n'ont pas la capacité de pouvoir sauvegarder un client secret. Dans les prochaines vidéos, je ferai un ensemble de live coding avec toi où nous allons implémenter pas à pas chacun de ces grands types. Ce sera l'occasion pour toi de réviser ces concepts si tu les connaissais déjà et que tu as oublié, ou alors d'en apprendre des zéros si tu n'en as jamais pratiqué. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu estimes que ça peut apporter un plus à ta carrière, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Comme ça, tu seras notifié lorsque je publierai les prochaines vidéos, notamment les prochains live coding. Pour la petite information, nous débuterons en fait cette série de live coding en implémentant le Client Credential Grand Flow. À très bientôt. Merci.